Messieurs, bonjour. Nous avons déjà fait un exercice de coordination. Je veux dire, pour arriver et m'asseoir à ma chaise, il a fallu régler des problèmes un peu compliqués. Mais au fond, ce n'est pas grand-chose par rapport aux problèmes que rencontre le G20 quand il veut faire de la coordination internationale. J'ai 5 minutes pour introduire le débat. Je voudrais d'abord rappeler que la crise mondiale a engendré l'ébauche, j'insiste sur le mot, l'ébauche d'une nouvelle gouvernance mondiale, ébauche qui s'est traduite par la reconnaissance officielle du rôle du G20. Je rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, que le G20 a été créé en 1998. En 1998, après la crise asiatique. Simplement, de 1998 à 2008, donc pendant 10 ans, le G20 s'est réuni au niveau des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales. Il a fallu la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 pour provoquer le premier sommet du G20 au niveau des chefs d'État et de gouvernement, Washington, D.C., novembre 2008. Bon, et au fond, ce qu'on peut dire, c'est que l'accentuation de la crise mondiale en 2008, crise qui avait commencé en 2007, et la récession mondiale de 2009. En 2009, il y a un recul du PIB mondial de moins 0,6%, la première fois depuis très longtemps. Ces deux événements ont provoqué, j'allais dire, une demande pour une nouvelle gouvernance mondiale et pour un rôle renforcé du G20. Et en face de cette demande, il y a une offre politique, ce qui a fait effectivement le succès, à mon sens, des deux premiers sommets du G20, novembre 2008, Washington, Londres, avril 2009. Et c'est intéressant de relire le communiqué du sommet du G20 de Londres d'avril 2009, parce que si vous le relisez, vous verrez que les objectifs étaient extrêmement ambitieux. Dans le domaine de la régulation bancaire et financière, dans le domaine de la refondation de la finance, mais pas seulement. On parlait de la lutte contre le changement climatique, on parlait des différents sujets, et on avait compris à l'époque déjà qu'on ne peut pas séparer l'économie du politique, le G20 doit se préoccuper de tout ça à la fois. Moi, j'ai salué à l'époque cette amorce de nouvelle gouvernance mondiale, qui s'est traduite également par la réforme de certains organismes internationaux, réforme du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, avec une pondération accrue donnée aux pays émergents, qui avaient été sous-représentés jusqu'alors, etc. Maintenant, nous sommes dans un contexte où je dirais le problème, c'est que tout ça est en panne. Tout ça s'essouffle. Alors, pour des raisons que vous connaissez, la crise n'est pas finie pourtant. Mais disons, il n'y a plus de récession mondiale, la croissance mondiale est de 3%. Et donc 3%, à 3% de croissance mondiale, la demande de coordination internationale est plus faible que quand on avait une récession mondiale en 2009. Et puis, il y a des pays qui sont préoccupés par leurs problèmes internes. Je pense au Brésil, mais il n'est pas le seul. Un certain nombre de pays du G20 sont en problème. Alors, cette panne, cet essoufflement du G20 se traduit à mes yeux par plusieurs facteurs. Premièrement, l'amorce de guerres commerciales ou de problèmes commerciaux. D'autre part, l'installation sans doute durable dans une situation qu'on appelle la guerre des monnaies, la guerre monétaire, où finalement aucun pays ne veut voir sa monnaie s'apprécier. Toutes les monnaies ne peuvent pas baisser en même temps, par définition. Et la politique monétaire du Japon, depuis quelques mois, signifie que le Japon est rentré dans la guerre des monnaies après d'autres pays. Autre illustration de cette panne de la gouvernance mondiale, le jeu non coopératif en matière de refondation de la banque et de la finance. Or, les premiers sommets du G20 portaient là-dessus. Si vous regardez le débat sur la transition vers les nouvelles règles bancaires, ce qu'on appelle Bâle III, l'Europe joue le jeu, mais elle n'est pas le seul, mais elle joue le jeu. Les Américains ont dit au mois de janvier qu'ils allaient voir s'ils allaient éventuellement appliquer partiellement Bâle III. Alors, à partir de là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer. Comment relancer cette gouvernance mondiale ou cette ébauche de gouvernance mondiale? Il faut retrouver, alors je termine en disant les pistes, à mon avis, qui sont importantes, à mes yeux en tout cas, il faut retrouver des convergences et des communautés d'intérêts.
S'il n'y a pas de communauté d'intérêt, il n'y a pas d'espace pour la coopération internationale, quel que soit le format. Deuxièmement, il y a un problème de composition du G20. Moi, je n'ai pas attendu la présence du professeur Fraser, que je salue, pour dire depuis 3 ans que l'Afrique est sous-représentée au G20. Elle est représentée directement par l'Afrique du Sud et par les organismes internationaux. Ça ne suffit pas. Il faudra faire plus de place au continent africain à l'intérieur du G20 sans augmenter, élargir le format. Troisièmement, il y a un problème, je dirais, de responsabilité et de transparence du G20. Vous arrêtez quelqu'un dans la rue en sortant d'ici, à Aix-en-Provence, et vous lui demandez, même s'il a une cravate, ce que c'est que le G20, il ne pourra pas répondre. Et ça ne sera pas de sa faute. Donc, il y a un problème de transparence, d'information, de pédagogie sur le G20. Quatrièmement, il faut améliorer l'efficacité de tout ça, parce qu'à mon avis, faire des recommandations, et le G20 ne peut faire que des recommandations, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a un problème d'effectivité, ou plutôt de non-effectivité. Et le dernier problème que j'évoque, c'est le problème de l'articulation entre les 2 étages de la fusée. L'Europe a joué un rôle très important dans l'affirmation du G20 en 2008-2009, et pas uniquement à cause de la France, ou sous l'effet du président français de l'époque. L'Europe, aujourd'hui, du fait de la crise de la zone euro, est confrontée elle-même, l'Europe, à ses propres problèmes de gouvernance économique et politique de l'Europe et de la zone euro. Et tant que l'Europe n'aura pas réglé ses propres problèmes de gouvernance, elle aura des difficultés à apporter une contribution importante à l'amélioration de la gouvernance mondiale. Merci. Thank you very much. It's a great honor to be here, and I want to thank everyone for the invitation to join this esteemed panel. I am from the United States and have a perspective from the U.S., but I'm also interested in talking even more generally about this important issue of global economic governance, and in fact, whether we're in the doldrums or not. And I think one of the interesting aspects of that is that we need to move beyond a sort of Western-centric approach. And certainly the United States and Europe for that matter, but the United States in particular being a hegemonic power at the end of World War II, was able to play an important role in helping to bring about the global architecture that we find ourselves living with today. And I feel that the 2008 financial crisis was one of the most important shocks to that system, a system that one realized needed to change long before the 2008 financial crisis. Mainly it needed to change because, as we said, the importance of so many new countries in the system, i.e. former colonial powers or former colonial countries, which are now sovereign representatives in the international system. And so that shock, I think, leads to a discussion about inclusiveness. It leads to a discussion about democratizing power within the global economic architecture that's necessary. It is very clear, and I'll just make 3 points because mine is just an introduction. It's not to go into great depth, but just three major points, I think. One is that this system comes about through power, and it is very clear that currently the global economic architecture is overrepresented, especially by Europe. And I like to say that power sees nothing without a struggle. And so for that system to become more legitimate and to become more representative is going to require the inclusion of more countries from Africa, from the Middle East, from Latin America. And someone has to lose seats for that to happen. And the continent that is, I think, most representative in these institutions are, in fact, the Europeans because of the EU. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. I would like to argue 3 points on this economic global governance issue. After the Lehman shock, we observe there is quiet resurgence of protectionism in the world trade.
And also the stability of international monetary system has been undermined by the wide fluctuation of major currency exchange rate. And this happened, however, I want to point out is against the background of relative economic power shift. Advanced economy growth slowing down, on the other hand, China and other emerging economies, more rapid growth, and there had been a tectonic shift of relative economic power in the past, which also tended to weaken the existing global governance in the world economy. So, therefore, I want to talk about this relative economic power over the future. Our center, JCER, has presented in June the world economy in 2050, Japan in the year 2050, and examined what would happen on this relative economic power in the world economy. Our starting point is the recognition that the difference in total factor productivity of the economy, that is the efficiency of individual national economy, is strongly affected by the difference in quality of institutions. By institutions, I mean political system, including the rule of law and development of democracy, and also the degree of openness of economy and flexibility of a labor market and easiness of business, and also the gender gap. These are the 5 elements we are taking up, and we have collected 64 countries, individual countries, and collected a great number of indicators, and assessed to what extent this difference in institutional quality affects the total factor productivity, and I identify the higher growth or the high per capita gross national income country has a better quality of institutions. And according to our exercise, our finding is number one is U.S. maintain the status of economic hegemony. That is, even in the year 2050, U.S. economic size is the number one. And the second finding is, on the other hand, China will fall in the middle income trap and cannot achieve higher per capita GNI, gross national income. That in the year, according to our forecast, China's per capita gross national income remain at $12,000. And this is the upper limit of middle income country. And the third finding is, if Japan succeed in growth strategy, now Mr. Abe, our Prime Minister, embarked on the 3-arrow economic policy, and the third arrow is the growth strategy. And if really Japan succeeded in growth, achieving the growth strategy, then Japan will be back. Prime Minister Abe talked at the end of February, Japan is back, so am I. So the meaning, in my interpretation, Japan can achieve the third rank per capita GNI if really Japan, this succeeded implementing the improvement of institutions, notably the gender gap and openness economy, and also the flexible labor market. So this is the first finding. And second point I want to talk is the trade field, the Asian area. The role of regional arrangement in Asia is very important in the face of this not successful negotiation at the WTO Doha round. Actually, I find this regional solution, notably Japan, under the first step taken by Mr. Abe, is the join the discussion on this TPP, Trans-Pacific Partnership Program. I find that this is very important because this regional arrangement
this is oriented to the issues of the 21st century trade, that is the construction of global supply chain in global economy. And unfortunately, Doha Round failed to take up this issue. But this regional solution actually promotes the better quality of institution in Japan. So therefore, I find that this is a very crucial point to promote this development in Asia. Notably, my argument is Japan had taken the leadership to establish the APEC. And APEC has open regionalism. That is regionalism without discrimination. And I find that this is a very important message for the world trading system as a whole. The third point I want to make is what Professor already mentioned. Japan is involved in this currency war. But I find on this international spillover effect to other countries also depends on a different exchange rate system adopted by different countries, and also the pricing behavior by the corporate sector, and also the difference of institution. Better quality institution, if the country equipped with this better one, emerging economy, their damage is much smaller. And therefore, in this case, also, this institution is very important. And in the case of Japan, what final point I want to make is there is argument beggar thy neighborhood effect arising due to the expansionary monetary policy advanced economies. But my argument is quite different. There may be a case beggar thyself effect. Flexible exchange system, there is no limit of fluctuation, but actually there is upper limit. If the too much appreciation, then export industry cannot survive. On the lower limit, I would point out terms of trade deterioration. Depreciation of yen, too much. Given that shortage of electricity, we have lost already 30% electricity source after the great earthquake, obliged to import high price LNG. And combine these two facts. If Japanese yen excessively depreciated, then our economy will enter the recession. So there is a kind of limit, upper limit and the lower limit within even flexible exchange rate. That concludes my remark. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi pour partager mes idées sur le système international de commerce extérieur. Si vous permettez, je voudrais parler en anglais. Okay. You see, FTA and WTO. FTA is an exception to the WTO. WTO is a World Trade Organization established in 1995, and its main principle is non-discrimination. The most favored nation treatment is a basic principle of WTO. But FTA is an exception to this non-discrimination law by which the contracting parties of bilateral FTA can discriminate non-member countries. It is paradoxical to find that since the establishment of WTO in 1995, there is a proliferation of bilateral preferential trade agreements. Before the WTO, there has been a bilateral arrangement, 2 cases per annum. But after the WTO, it is around 18 or 19 cases per annum. Why? Why this kind of proliferation of FTA has occurred? Mainly it is because there is an uncertain prospect of multilateral trade negotiations, namely Doha Round. Doha Round was launched end of 2001 with a view to concluding the negotiations by the end of 2005. Now we are 2013, and there is no prospect whether this kind of multilateral trade negotiations can be
finalized in due time. The reason of the difficulty in advancing trade negotiations at the multilateral level, I believe there are two. First is the issues to be dealt at the Doha round are very difficult. It's much more difficult than the issues dealt at the Uruguay round. Second, compared to the Uruguay round, which have been conducted from 1986 until 1993, there are too many players. Actually, Uruguay round is negotiations, virtually is a negotiations between European community and the United States. But now, there are many developing countries are participating actively in the discussions. And there are also new members of WTO, namely big economies like China, Russia. So it is anymore the bilateral negotiations between the European Union and the United States. Because of these reasons, the countries see it would be very difficult to find the way forward trade liberalization. So they are now seeking to achieve the trade liberalization in a bilateral manner. As you see, Korea has conducted the negotiation, concluded the agreement with the European Union and the United States. That were one of the first big trade agreements between the big economies. But now, European Union has started to discuss with Japan from early this year. And then, from this month, there will be discussions between European Union and the United States. It is the negotiations between number 1, number 2, number 4 economies over the world, which may be a very serious damaging blow to the multilateral trade regime. I believe the WTO plus FTAs like Korea, US, Korea, EU, and possibly Korea, US, EU, Japan, may facilitate multilateral trade liberalization by setting the benchmark for further trade liberalization. So I think the countries like the United States, the European Union, and Japan should complement the multilateral trade regime by their bilateral trade negotiations. Because the trade liberalization, international trade liberalization, has been the major factor of global international economic prosperity since the Second World War. Thank you. OK. Christian Boissieu, tout à l'heure, a livré un diagnostic, la panne, et formulé un souhait, la relance. Ça invite à une question. Quels sont les paramètres d'une gouvernance internationale économique effective et efficace? Deuxièmement, à faire un constat, le fait que ces paramètres sont aujourd'hui respectés, mis en œuvre de manière insatisfaisante ou partielle. Et troisièmement, cela invite également à une réflexion sur les agents d'une relance et, il l'a dit lui-même, ce que pourrait faire davantage l'Union européenne à cet égard. Première question, quels sont les paramètres d'une bonne gouvernance économique mondiale? Schématiquement, il y en a trois. Le premier, c'est la légitimité. Elle suppose la représentativité. Et en matière économique, la représentativité peut et même gagne à être censitaire, dans certaines limites, c'est-à-dire assise sur la puissance économique, au nom de la capacité à faire, au nom de la crédibilité de la décision. Deuxième paramètre, l'effectivité, c'est la capacité à décider, c'est la capacité aussi à assurer le respect des décisions prises, à définir une norme et à imposer effectivement sa mise en œuvre. Troisième paramètre, la cohérence, elle suppose elle-même deux exigences. Une exigence de synthèse, de capacité à combiner, à lier les différentes perspectives et d'éviter les logiques de silos et les verticalités. La deuxième exigence est celle de la continuité dans la prise de décision et dans l'action.
Le constat auquel Christian se livrait déjà il y a un instant, c'est que ces trois paramètres ne sont pas satisfaits aujourd'hui, ou alors ils le sont de manière très partielle. La légitimité. Le G20 a constitué une tentative par rapport au G7 de recréer une légitimité internationale en matière de gouvernance économique. Pour diverses raisons, il en a cité quelques-unes, cette légitimité est aujourd'hui insuffisante. Le seul fait que le continent africain ne soit représenté que par un seul pays ne permet pas au G20 de se prétendre la représentation de la communauté internationale tout entière, même s'il représente 90% du PIB mondial. Deuxième faiblesse, en termes de légitimité, une cohésion interne insuffisante, des rivalités de plus en plus fortes, des oppositions d'intérêts au fur et à mesure que l'urgence de la crise s'éloigne, et de manière générale, cet éloignement de l'urgence de 2008 suscite un délitement de la volonté collective qui faisait toute la légitimité et l'attente placée dans le G20 en 2008-2009. Du point de vue de l'effectivité, si celle-ci est aujourd'hui prise en défaut, c'est avant tout, et c'est un peu paradoxal, parce que la capacité de décider et celle d'imposer ne sont pas réunies aujourd'hui dans la même main. Et je m'explique. La gouvernance économique mondiale, aujourd'hui, combine un système multilatéral classique, avec les organisations des Nations Unies, l'OMC dont on a parlé, qui sont dotés d'une capacité à édicter des normes, qui sont dotés de procédures de règlement des différends, donc d'imposer l'effectivité de leurs décisions. Le problème, c'est qu'elles sont de moins en moins capables de décider parce qu'elles sont tributaires de consensus politiques à 160 qui sont de plus en plus difficiles à réunir. Le G20, de son côté, a plus qu'un pouvoir de recommandation. Il a été capable de prendre dans certains domaines de véritables décisions. Le problème, c'est qu'il est totalement dépourvu de moyens de les faire appliquer. Il n'y a pas de secrétariat, il n'y a pas de mécanisme de vérification, et a fortiori, il n'y a rien qui permette effectivement des sanctions. Enfin, troisième paramètre, celui de la cohérence. Elle est défaillante pour au moins deux raisons. La première, c'est la multiplicité des acteurs, les organisations spécialisées des Nations Unies, les institutions financières, le G20 lui-même, les forats financiers divers, et puis quantité de groupes et d'organisations non gouvernementales, corporate ou autres, qui agissent dans le domaine de la gouvernance internationale, mais qui n'ont aucune hiérarchie entre elles, aucune passerelle de communication, et qui, même traitant le même sujet, se révèlent dans la plus grande incapacité de faire converger leurs points de vue. Et deuxième aspect quant à la cohérence, l'absence de continuité. L'absence de continuité dans la prise de décision et son application. J'ai évoqué tout à l'heure les présidents successifs du G20. Le même phénomène se produit en matière de négociations climatiques. Et la deuxième défaillance en termes de cohérence est aussi le découplage entre la décision d'une part, qui peut être multilatérale, et puis la responsabilité d'appliquer, qui est de compétence nationale. Voilà toutes les raisons qui justifient, encore une fois, le diagnostic un peu sévère qu'établissait tout à l'heure Christian de Boissieu. La réflexion sur la relance qu'il a suggérée, que vous avez également proposée, c'est quel rôle pour l'Union européenne ? L'Europe se veut depuis toujours le champion du multilatéralisme, le champion d'une gouvernance internationale plus affirmée. Elle n'a pas réussi pour autant, ces dernières années, à se montrer une force d'entraînement et de décision. Trois raisons l'expliquent pour l'essentiel. Le premier, c'est le choix par l'UE d'objectifs ambitieux, vertueux, pas toujours à sa portée, ce qui a affecté sa crédibilité dès lors que ces objectifs paraissaient en deçà ou au-delà de sa capacité économique. Deuxième raison, deuxième défaut, une tendance à l'exemplarité unilatérale qui parfois se confond avec l'aventurisme, parfois même avec la naïveté, lorsque l'UE met en avant et met en œuvre des mesures sans attendre que les autres États les adoptent. Troisième défaut, une incapacité qui se révèle de plus en plus coûteuse à obtenir des partenaires, qu'ils appliquent les normes qui sont définies en commun. Un exemple qui est, je crois, le plus emblématique de cette situation, c'est la politique en matière climatique, où l'Union européenne s'est fixé des objectifs qui apparaissent aujourd'hui très ambitieux au regard de ses capacités économiques et de ses politiques énergétiques. Elle les a mis en œuvre au niveau européen sans veiller à un level playing field satisfaisant, notamment par l'absence du fameux mécanisme d'inclusion carbone.
Elle est incapable aujourd'hui d'appliquer des normes, même non discriminatoires, à ses concurrents, je pense en particulier au transport aérien. Même constat pour les normes prudentielles en matière bancaire, même constat pour les normes comptables internationales dont on a parlé à plusieurs reprises ici même à Aix-en-Provence. Pour autant, je suis convaincu que l'Europe garde une capacité importante d'agir parce qu'elle représente encore le modèle le plus achevé de gestion en commun de compétences nationales, même si ce modèle a un peu pâli en fonction, à la lumière de sa situation économique aujourd'hui. Elle ne peut retrouver cette capacité de leadership ou en tout cas d'entraînement qui est souhaitable que si, 1, elle retrouve la croissance, 2, elle est capable de régler ses problèmes internes de gouvernance, 3, si elle sait se montrer plus assertive, c'est-à-dire capable d'imposer de la réciprocité dans ses politiques et d'imposer un authentique level playing field, et 4, si elle se montre également capable de faire bloc dans davantage d'organisations par des positions unifiées, ce qui suppose la solution de divers problèmes politiques et institutionnels. Le rôle de la France dans tout ça, c'est d'essayer d'agir pour qu'il en soit ainsi, en plaidant pour davantage d'intégration, en mettant de l'ordre dans ses propres affaires et en essayant d'être aussi exemplaire que possible dans divers domaines, comme par exemple la perspective de sa présidence de la conférence climat de 2015. Merci. J'aimerais justement cet après-midi partir de mon expérience de ministre, mais aussi, et peut-être encore plus important surtout, d'expérience d'élu pour dessiner quelques axes possibles pour cette discussion. La relance ou la réforme de la gouvernance économique mondiale est une préoccupation importante des responsables politiques, économiques, français, mais aussi partout à travers le monde. Je le constate dans mes discussions à Paris, je le vois dans les médias d'information. Cette réforme est un objectif clair. Pourtant, j'aimerais rappeler une évidence d'autant plus grande pour moi qui vient d'un pays beaucoup moins normatif. J'écoutais Pierre Sellal expliquer les normes il y a quelques instants, et ce sont des normes que l'on retrouve justement qui sont propres aux pays européens et surtout latins. La gouvernance économique mondiale n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Et le moyen d'atteindre un objectif, c'est à nous de déterminer lequel. Alors, pour le responsable politique, quel qu'il soit, il y a un objectif important sur le plan économique, c'est l'emploi. Le job de l'élu, c'est de créer des jobs, c'est de créer de la prospérité et c'est la seule jauge de la réussite d'une politique économique pour lui. Pour réaliser cet objectif, oui, il faut des règles, mais encore faut-il identifier lesquelles. Et encore faut-il déterminer avec précision dans quelle mesure ces règles serviront bien notre objectif. Car pour le responsable politique, une telle entreprise peut avoir un coût et ces négociations demandent beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Et se pose donc la question des priorités. Et entre nous, je ne suis pas sûr que la relance de la gouvernance économique mondiale figure aujourd'hui, même en très haute place, sur la liste des priorités de la présidente du Brésil ou du premier ministre de la Turquie. Un dernier point. Pour les leaders politiques, se lancer dans une telle réforme apporte peu de bénéfices politiques à court terme. Rares sont ceux qui, parmi les plus actifs, ont été réélus. Et on peut penser à Gordon Brown de la Grande-Bretagne. Et vous trouverez mon propos sans doute un peu sombre, mais dans le fond, il ne l'est pas. Au contraire, la relance de la gouvernance économique mondiale, elle est importante. Mais à condition qu'elle réussisse, et pour réussir, il est décisif de définir des convergences. Pour illustrer ce propos, on a parlé évidemment de cette histoire comme on dit ici en France, un success story, le G20. Et le G20, nous la connaissons bien, surtout au Canada, puisque nous en réclamons en quelque sorte la paternité.
Affirmé au lendemain de la crise des subprimes, le G20 a bien fonctionné parce qu'il est né de besoins spécifiques, ponctuels, identifiés et partagés par toute la communauté économique mondiale et qu'il avait un objectif clair, limiter la propagation internationale des crises financières. Et le G20 a fonctionné car certes, il a réuni autour de la même table 2/3 de la population et 80% du PIB mondial. Mais il a bien fonctionné parce qu'il portait un objectif clair et précis et un objectif en commun. Il a bien fonctionné parce qu'il a été, je dirais, réuni en temps de crise, et il a été réuni en temps de crise parce que son objectif était défensif. Et donc, la situation que nous connaissons en 2013 est bien différente. Si l'Europe du Sud, la France connaissent une crise sérieuse, c'est que cette crise n'est pas mondiale, il faut le dire. Je vois que j'ai 2 minutes, alors je vais essayer d'accélérer en disant que, bon, dans une situation de non-crise, du moins mondiale, il est possible, bien sûr, de faire évoluer notre modèle de gouvernance. Et nous échouerons plutôt à mettre sur pied une organisation forte et décisionnaire sans l'adhésion de tous, c'est-à-dire sans les nécessaires convergences de tous. Alors pour nous, dans le fond, ce que nous souhaitons et la leçon que nous en tirons, c'est que lorsqu'il y a une communauté d'intérêts, lorsqu'il y a entre les différents gouvernements une nécessité d'agir, on se rappellera évidemment, comme je le notais, de l'expérience du G20 à Washington et à Londres. Il y avait une obligation d'agir. Ils ont agi puisqu'il y avait une importance. Plutôt que de convier l'ensemble de la communauté internationale, ce que nous croyons être la solution, c'est d'être capable de convier les parties intéressées. Là où il y a un croisement de convergence, c'est là où il y a une capacité d'agir. Et donc, pour nous, ce qui serait essentiel, c'est d'identifier un élément. Et quel est cet élément? L'élément, c'est la croissance. Je reviens à ce que je disais au départ. Pour un politicien qui s'en va pour se faire réélire, il est important, voire primordial, qu'il puisse dire la politique économique que nous avons mis en place, c'est une politique économique qui a créé des emplois et donc, par conséquent, vous devez essentiellement nous faire confiance pour l'avenir et la suite des choses. Alors donc, c'est une réaction que je dirais, je vous livre aujourd'hui après une trentaine d'années de vie politique avant évidemment de devenir diplomate, mais ce qui m'apparaît comme étant souhaitable, encore une fois, c'est de déterminer et de trouver quels sont ces dénominateurs, mais d'appliquer des suggestions et des solutions très pratiques et très pragmatiques pour la suite des choses. Alors, j'attends avec intérêt vos questions. Merci. Well, Eurasian Economic Commission is an executive body, I would even add supranational body of the customs union of 3 countries, Russia, Belarus, and Kazakhstan. And this commission was created last year. The customs union was created in the year 2008, but the history of Eurasian integration is very long. It started practically 20 years ago, the day after the dismantling of the Soviet Union, because immediately the post-Soviet states started making attempts to integrate. But we really managed to start the process pragmatically and economically only in the year 2008. And why? As you know, it was the crisis that helped us, because during the crisis we understood that we need to find some new ways to minimize the effects of the crisis. That was one part of the story. But the other part of the story was that at this period, we all understood that the global architecture is changing. And if we would like to be key players in the future global architecture, we would like to have our proper regional integration. Because to my mind, the crisis we are witnessing now is not the crisis of global economy.
global economy did have crisis before and will have crisis afterwards. But what we are witnessing now is the crisis of global governance, because really we do not have global governance the kind of it we had some 50 years ago. Because as it was already said, there are too many players in the global economy. Just think, when WTO, the predecessor to WTO, the General Agreement on Trade and Tariffs was created, it had less players than the current European Union. International Monetary Fund also had less players than the current European Union. And of course, it was much easier to make decisions when you have 20, 30 key players. When you have 200 players, it's practically impossible. I would say that we have only 3 players in our Commission, in our Customs Union, but it's still very difficult to make decisions. And I can't imagine how to make decisions among 28 in Europe or 200 around WTO. So there is really a question that we are witnessing the new process of creating new global governance. And it was already said that, of course, some players should lose their places. But how can you kick somebody out of the club of elite? It's very difficult. But it's necessary if you want to have a normal club, normal G20 or G30, I don't know how many, but I think it's quite possible, and it's possible to have this club rather efficient and rather legitimate. If before creating this club or parallel to creation of this club, we'll have the process of regional integration taking place. And what we are witnessing now is really the new international regional structures which are created in my part of Europe and Asia. They are being created in Latin America. They are being created in Asia. And I personally think that if the key players in the world will be these key integration organizations, plus some key countries which are too big to integrate with somebody else, then we'll have some more legitimate economy. And so that means that if lots of countries will unite into certain economic teams, following their convergence, following their economic interests, it will be easier to find the consensus between these economic teams. But of course, there is one necessity. When you are speaking about integration, like the way to globalization, not the way to fragmentation of the world, it's necessary to have these economic organizations, regional organizations, being rather similar in their basic rules. Otherwise, they will not be able to find the solution. And how to find this proper basis? First basis, I think, it's really they all should stick to some global rules within WTO, for example, or International Monetary Fund. And secondly, they should follow certain strategic principles which should be rather common. That's why I am always saying that building our Eurasian Economic Union, which will come into force on the 1st of January 2015, we are not looking back to the restoration of the Soviet Union, vice versa. We're being inspired by the European Union. We know it's going over rough times, but we still believe that that's the best model of regional integration. And the fact that the European countries these days are looking for their efforts to integrate us and reintegrate stronger really shows that it's an efficient and working model. And if we have integration in our part of the world on the similar basis, I think it will be possible to find certain links between our regional integration in the world. And I am absolutely sure that the global economy, which will be consisted of several key regional integration units, several key players which are too big to integrate, and all of them will be following the same economic rules, then we will have global economy less subjected to crisis. Thank you.
Thank you very much. It's great to be with you. As you see, this is a really fascinating panel because so many of us have come for a very big topic from different portals. I'm going to try to diversify the perspective here a little bit more. I was told earlier that all of you, and we're so happy you're here, may be the last remaining people in the world interested in global governance. And the stagnation, really the blight, you could say a disease that has hit the global governance sector is profound. And as many of my colleagues on the panel have said, that kind of paralysis exists across layers. It exists within the European Union. It exists in large transnational global commons issues, as we've seen in climate change negotiations and whatnot. And part of our job as global governance junkies today is to think about what those things would be. What would initiate something that might change that? And I'm going to try to, even though I look at myself as a Nixonian realist and I don't believe in the ifs and if this crew did this and if we had a lot of hope here that we would take all of the earnest people who cared about climate change and actually achieve a deal. I don't work that way. I'm much more in tune with a kind of Machiavellian approach, or thinking about governance strategists as opposed to governance determinists in many of these issues. And it seems to me that recently I had dinner with Alan Greenspan, former chairman of our Federal Reserve Board. He's writing a book right now, which will be out at the end of this year, on how so many in the broad global economics profession just simply missed the 2007 to 2009 financial crisis. And true to Alan Greenspan, who's really not an economist, he thinks about people's passions. He looks at himself as more of a social anthropologist. He comes down, he told me, to the basic view that fear is the biggest animator for national behavior, for individual behavior, for investors' behavior, even for regulators' behavior. And in that, when you think about how would you basically take a paralyzed system and shock it to begin performing, it seems to me that emotions like fear, envy, the anxieties of being excluded can sometimes animate actors to move. And we've seen recently in the American press the discussion of things like the D10. Most of the countries represented here, South Korea, Japan, most of Europe, including the European Union, these are democracies. I tend not to believe in this approach because it takes a lot of nations that are mostly basket cases and in problems and unites them together. And the notion that you would take the leading debtors in the world and think that you're going to intimidate China or something is probably unlikely. You have efforts underway that I find quite fascinating, like TTIP, the transatlantic trade and investment negotiations, and the TPP in Asia, that could jumpstart because they're largely new. There's momentum behind them, and they may be disconcerting enough to those not inside that you could basically begin to transcend regional dynamism into other areas. One of the areas in governance that's not often talked about, which I find most interesting to me, is that while nation states are paralyzed, and organizations like the WTO, we've kind of, promised our colleagues not to talk about the UN Security Council or the IMF. Well, most of these institutions will continue into perpetuity the way they are because declining powers on a relative basis enjoy greater power because of them, and the rising powers who want in the club don't want the responsibility. So that's going to stick for a while. So if you go down a level and you look at the leading urban centers in the world, states and provincial governments, there's an incredibly rich array of activity going on in these areas. And while that may not replace what the need that many people say on climate, there's more climate-related activity going on at city levels around the world than there is in any national government. In fact, it's pathetic when you look at the absence of vision and the absence of a plan. So cities can become, I think, a very interesting and new dynamic. And finally, I think that we tend to, I don't know what the word is, transatlanticize these discussions. Well, I usually say we usually Americanize these discussions, but out of respect for all of our colleagues and those from Japan and Korea too, who I make honorary transatlantic members,
We tend to look at these from a very parochial perspective and not look at the fact that China, Russia, India, other states in the world, major states and stakeholders, are themselves engineering regional deals and arrangements that they themselves could have a shock effect on those of us on this side of the equation. So if you were basically to take an approach that much of our global governance discussion is focused in the wrong area, that it's like old forest or a forest that needs to be burned down, and that if in fact you walked away from that burned down forest and stopped trying to be so earnest about it, you would see a very rich growth, I think, and a competition of ideas and approaches that might be quite interesting. So I'll stop there. On peut maintenant ouvrir l'espace pour les questions du public. La première question revient à Jacques Pronto, un des étudiants lauréats du concours Inventé 2020 lancé par le Cercle des économistes et France Culture Plus. À vous la parole. Bonjour. Bonjour. J'aimerais revenir sur la question du leadership que vous avez abordée. Donc, on a fait le constat qu'il y avait aujourd'hui des lacunes dans la gouvernance économique mondiale. Est-ce que l'une des origines de ce constat n'est-il pas justement l'absence de leadership de la part des grandes puissances économiques, que ce soit les États-Unis, le Japon ou la Chine, qui sont finalement les seuls acteurs aujourd'hui à avoir un pouvoir d'entraînement et une influence sur la décision suffisante pour pouvoir réformer la gouvernance économique mondiale? Et donc, ma question, c'est, pensez-vous donc que les grandes puissances économiques aujourd'hui ne prennent pas suffisamment leurs responsabilités sur cette question? Et de manière plus générale, est-il même souhaitable d'avoir un leadership d'un pays ou de deux pays pour aboutir à une gouvernance efficace? Merci. I would just quickly say that I guess I don't believe we have an absence of leadership in the world. I know that's a fad to remark that. We don't have people like we did after World War II, but I think that's a cop-out. I think it's too easy to blame that. I think there are a great number of leaders. What we don't have is an axis of those with vision connected to resources. We're at a very weird time in the world where the rising state nationalism, authoritarian states that have large oil reserves, governments that are rising economically. I used to tell people America looked like the General Motors of nations for a long time. Well-branded, sprawling, but underperforming. And China looked like an internet company that was booming. Power is a function of future expectations, always. I think Professor Fraser is absolutely right. I disagree with her that any nation, any participant will give up that power. You can do trade, you can seduce them. There's no absence of leadership in that. We have no, probably people here who have great ideas and vision of where you need to move. The fundamental issue is you need the resources and the power to put behind that. And that's where I think we're not often honest about it. The Transatlantic League is weak. And nations that aren't part of this Transatlantic League are relatively stronger. And they're going to be engaged in more of the rulemaking, and they may not like the rules that have been set up. So in that view, you have a disaggregate arena. So I would reframe your question. Désolé, nous n'avons pas le temps pour les autres questions. Il faut passer la parole à Monsieur de Boissieu pour ses observations finales. Oh, sorry, guys. Bien, merci d'abord à vous tous. Moi, je vais résumer un certain nombre de points qui m'ont frappé dans ce tour de table. Je ne vais pas suivre l'ordre d'intervention. Premier point, je trouve que Steve Clements, qui a parlé en dernier, a eu raison de revenir sur l'importance de ce qu'on appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire au niveau des régions, des collectivités locales. Mais pour moi, cette coopération décentralisée, qui se développe d'ailleurs un peu partout, ce n'est pas un substitut à des exercices G20 ou autres. C'est un complément. Et donc, je pense qu'il n'y a pas à choisir. Il faut travailler à tous les étages de la fusée. Deuxième remarque, sur, au fond, les critères de réussite.
cher Laurence, les critères de réussite, moi je suis d'accord avec l'idée que le seul critère, c'est la croissance, parce que derrière la croissance, il y a l'emploi. Et la croissance est compatible avec la lutte contre le changement climatique. Il n'y a pas à choisir entre croissance et climat, à condition évidemment de mettre le paquet sur une politique énergétique qui soit efficace, économie d'énergie, efficacité énergétique. Je dis simplement que par rapport à ce critère que, Laurence, tu évoques, et qui, moi, me satisfait pleinement, le problème, c'est que quand on regarde ce qui se passe depuis 30 ans, dans le G7, G8 et puis maintenant au G20, sur la question de la correction des déséquilibres internationaux, sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est au cœur quand même des problèmes de la gouvernance mondiale. Déficit américain, excédent japonais, chinois, allemand. La question centrale posée depuis Keynes, et sur laquelle il n'y a pas de réponse claire, c'est comment répartir la charge de l'ajustement entre les pays excédentaires et les pays déficitaires. Et selon la manière dont vous répartissez l'ajustement entre des pays déficitaires, par exemple les États-Unis, et des pays excédentaires, la Chine, le Japon ou l'Allemagne, vous obtenez des conséquences sur le rythme de croissance et sur l'emploi qui sont totalement différents. Donc, j'ajoute par rapport à ton critère la question des critères sur la répartition des gains de la coordination internationale. S'il n'y a pas d'accord sur la répartition des gains, il n'y a pas d'accord sur la coordination internationale. Je parle pour moi et je n'engage que moi. Troisième point, par rapport au professeur Fraser, on s'est retrouvés à être plusieurs à dire l'Afrique est sous-représentée autour de la table du G20, puisqu'aujourd'hui, elle est représentée très bien, mais quantitativement de manière insuffisante, par l'Afrique du Sud. Et le professeur Fraser disait qu'il faudrait que l'Europe fasse un peu plus de place aux autres. Alors, moi, ça ne me pose pas de problème, en tant qu'Européen, si la moindre représentation de l'Europe autour de la table du G20 est la conséquence des progrès de l'Europe dans sa propre intégration. Le jour où la zone euro, aujourd'hui 17 pays, au mois de janvier 18, avec l'arrivée de la Lettonie, le jour où la zone euro acceptera au Fonds monétaire international, au G20 et ailleurs, je dis bien la zone euro, je ne dis pas l'Union européenne, la zone euro acceptera d'être représentée par un seul pays ou par un seul membre, pas un pays, un membre, représentant les 17 et demain les 18 pays, je dirais bravo, ça prouve qu'on a fait des efforts dans l'intégration économique et politique de l'Europe. Pour l'instant, nous n'en sommes malheureusement pas là. Et je termine sur le point de l'effectivité qu'on a été plusieurs à poser et sur lequel Pierre est revenu, Pierre Sellal. Moi, j'ai quand même un petit sujet, je crois qu'on l'a tous. Le G20 ne peut faire que des recommandations. Et par exemple, en matière de réglementation bancaire, le G20 fait des recommandations au FSB, Financial Stability Board, à Bâle, qui lui-même ne fait que des recommandations, le FSB. Bon, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de Bâle 3, non pas pour être technique, mais pour illustrer ce que je dis. L'Europe a pris une directive qui s'appelle la CRD4. L'Europe a pris une directive pour transposer Bâle 3 dans l'espace du marché unique. Et donc, pour nous, Européens, Bâle 3 est totalement obligatoire pour toutes les banques, quelle que soit leur taille. Au moment où les États-Unis nous disent, alors que les Américains ont été très actifs dans la négociation autour de la table du G20 et à Bâle, du FSB, les Américains nous disent aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on fera sur Bâle 3, peut-être qu'on l'appliquera en partie. Je ne sais pas ce que la Chine va faire avec Bâle 3. Je ne sais pas ce que les autres pays émergents vont faire avec Bâle 3. Et donc, dans un contexte où le débat, c'est croissance, compétitivité, emploi, la coordination internationale qui est mise en place aujourd'hui, qui veut éliminer des distorsions de concurrence,
Je suis à la fin de ma phrase, vous êtes très sévère là. Bon, vous êtes aussi mauvaise que moi, vous prévoyez mal. Bon, non, je vous en veux pas. Je dis simplement, donc, d'ailleurs, je sais plus ce que je voulais dire que dans ce contexte-là, sur le problème de l'effectivité, tout cet exercice vise à réduire des distorsions de concurrence et le caractère non coopératif du jeu de la coordination dans beaucoup de domaines, le climat, la banque et d'autres, fait que les distorsions de concurrence, au lieu de se réduire, à mon avis, elles ont plutôt tendance, de manière paradoxale, à augmenter dans le monde d'aujourd'hui. Bien, nous avons terminé. Merci à tous les participants et merci à vous pour votre attention.